Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha FZS 600 Phaser de 2003. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau, le test d'une FZS 600. Car si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà testé un modèle un peu plus ancien. Il y a de ça maintenant de nombreuses années, je crois que c'était au moins il y a 7 ou 8 ans, au début de mes tests moto. Et si je peux vous présenter cette machine aujourd'hui, c'est grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire la route depuis Bordeaux. Donc merci encore à lui d'être venu jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage. Donc, petit rappel, la Yamaha FZS 600, aussi appelée Phaser. Il s'agit d'un roadster caréné, une machine qui maintenant pourrait être considérée un peu comme une routière ou une GT. À l'époque, c'était quand même une moto qui se voulait un peu sport. Et aujourd'hui, donc, on est sur la dernière phase de cette moto. Elle a été vendue jusqu'en 2003, donc l'année de commercialisation du modèle que je vous présente. Au niveau esthétique, cette machine de 2003 est un peu plus moderne. Le carénage intègre des phares plus grands que sur celle que j'avais testée qui était de 2000. Je sais qu'au niveau esthétique et technique, ils ont également remplacé le réservoir. On a 22 litres dans le réservoir. La motorisation, elle, n'a pas évolué. Il s'agit toujours d'un 600 cm3, 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, alimenté par 4 carburateurs. Et ce moteur délivre toujours 95 chevaux à son plein potentiel. La machine pèse à peu près le même poids que précédemment. On est à environ 215 kg, tout plein fait. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente a l'extrême rareté d'être totalement d'origine. Et si vous regardez un peu les annonces pour ce genre de machine, vous savez que les 3/4, même bien plus en fait, sont personnalisés. Là, on est vraiment sur une machine telle que vous pouviez l'avoir en conception. La seule petite entorse, c'est le support que vous voyez là au guidon pour un smartphone. Et même chose, le support pour un bagage au niveau du réservoir. Mais mis à part ça et le support de top case que j'allais oublier, sur la moto, tout est strictement d'origine. Alors, nous arrivons en centre-ville. Vous voyez que c'est une zone 30, donc on va rouler très très cool. Et ce qui est toujours appréciable avec cette machine, c'est que bien qu'elle soit quand même relativement lourde, hein, 215 kg pour un 600, c'est pas une machine très légère, elle est facile à prendre en main, même si comme moi vous n'êtes pas très grand. Je rappelle à ceux qui me découvriraient, je mesure 1,70 m et la machine est vraiment facile à prendre en main. Le guidon devant moi est d'une bonne taille, même si j'aurais aimé qu'il soit encore plus grand. D'ailleurs, même si d'origine il est relativement haut, vous voyez que le propriétaire a mis une petite réhausse, ça le remonte d'environ 1 cm. Le réservoir lui est très large, donc forcément quand j'essaie de l'enserrer avec mes cuisses et mes genoux, ça m'écarte quand même pas mal les jambes, mais j'ai une bonne assise, hein, j'ai pas non plus les jambes dans une position qui serait inconfortable. Les commandes aux pieds sont dans un emplacement tout à fait neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc ça se prend en main assez facilement, hein. On sent forcément le poids de la machine, mais c'est pas plus handicapant que ça. Vu qu'il s'agit d'une machine semi-carénée, on a les rétros qui sont pris directement sur le carénage. Et ça, personnellement, je trouve ça génial. Ça donne une bien meilleure rétrovision que s'ils avaient mis les rétros sur le guidon. Et si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez bien sûr vous retourner sans lâcher le guidon afin de vérifier vos angles morts. Donc sur cette machine, la prise d'info n'est vraiment pas un problème. Comme je vous l'ai dit déjà, la moto est d'origine, donc ça concerne également l'échappement. Le silencieux est du côté droit, il est chromé, une cartouche relativement grosse, et pour l'instant la sonorité est vraiment très banale, très feutrée. On n'entend pas grand chose quand on reste en agglomération.
Ce que j'ai toujours apprécié sur ce moteur, c'est sa plage d'utilisation. On peut l'utiliser efficacement depuis 2000 tours jusqu'à plus de 12 000. C'est un 4 cylindres 600, mais il reste agréable et efficace dès les bas régimes. Et d'ailleurs, ça le distingue totalement de la FZ6 qui remplacera cette moto, qui elle avait un moteur très creux à bas régime. Il ne fallait vraiment pas hésiter à cravacher à plus de 10 000 tours. Là, vous voyez que je suis à peine à 4-5 000 et ça reprend déjà très efficacement. C'est vraiment agréable. Bon, par contre, je vous ai dit devant, il y a un carénage, c'est purement pour de la déco, hein. Il n'y a aucun aspect de protection avec celui-ci. La bulle est extrêmement basse. Si je dois faire un trait qui part de celle-ci, vous voyez avec mon bras, ça m'arrive à peine au niveau du buste. C'est très très bas. Je peux même me mettre debout. Il n'y a aucune différence, hein. Le seul moyen d'avoir un peu de protection, ça serait de se mettre totalement allongé en mode sport, ce qui n'a globalement aucun intérêt sur une machine de ce genre. Si vous vouliez du sport, il fallait prendre la Thunder 4 qui partageait le même moteur et elle avait vraiment une position plus sportive. Nous arrivons maintenant dans le passage à basse vitesse. Donc ça se manœuvre très bien. Comme je vous l'ai dit, le moteur est très souple, il n'y a vraiment aucune difficulté. Sur cette moto, les pneus sont dans une taille assez banale, c'est du 17 pouces en 110 à l'avant et 160 à l'arrière, ce qui peut sembler petit à l'heure actuelle, vu que la plupart des motos maintenant ont plutôt du 180, même pour des motos qui développent parfois à peine 70 chevaux. Là, on a 95 chevaux et c'est toujours du 160. Donc les amis, vous reconnaissez les lieux, on est ici pour tester l'accélération, on est sur une moto ancienne, donc il n'y a bien sûr pas d'aide électronique, il y a globalement rien, il n'y a même pas l'ABS. La moto est alimentée par carburateur, c'est une machine, comme je vous l'ai dit, à l'ancienne. Donc on va voir comment ça se comporte. Est-ce que je peux atteindre les 100 km/h en première? Bon, ça reste un 600 de route, donc ça m'étonnerait. À mon avis, on va arriver à 100 en deuxième. Allez, bah, c'est parti. Petite sonorité typique au 4 cylindres, mais c'est pas trop fort. Let's go! Donc oui, on est bien à en deuxième lorsqu'on arrive à 100. C'est un moteur typique de cette époque, hein, ça prend des tours très rapidement, avec ce petit feulement du 4 cylindres. Ça marche très très efficacement, c'est sans vraie brusquerie, très efficace. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc vous voyez déjà du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds qui touchent le sol. Et je peux manœuvrer donc sans réelle difficulté. Je laisse la moto droite. Enfin, vous connaissez de nouveau la procédure si vous regardez régulièrement mes tests. Ici, c'est pour voir vraiment les caractéristiques de la moto. Est-ce que je peux tourner en une seule fois? Eh bien, ça passe. S'il y avait eu un trottoir, je l'aurais effleuré, mais je ne l'aurais pas tapé. Maintenant, on va de nouveau faire une accélération, puis tester le freinage. Allez, je vais essayer de titiller la zone rouge. On va essayer de monter à 12 000, voir comment ça se comporte. C'est parti. Et maintenant, on freine. Donc, frein arrière, ça freine pas trop mal. Frein avant. Alors le frein avant est très très correct, hein. Franchement je suis surpris, ça freine plutôt bien. Par contre lorsqu'on commence à freiner, il y a une petite zone morte, je sais pas si vous voyez là, donc moi ça j'aime pas trop, j'aime bien quand ça a du mordant instantanément. Et ensuite quand vous tirez c'est linéaire, ça a quand même il y a un bon retour d'info. La performance au niveau du freinage n'est vraiment pas mauvaise, c'est très 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 correct. Vous voyez d'ailleurs que au niveau de l'ergonomie, le levier de frein est réglable en écartement. Par contre, l'embrayage, lui, n'est pas réglable. Un peu dommage qu'ils aient fait que la moitié du travail. On va maintenant prendre ce rond-point. Je passe la 2 tout de suite. Ça s'incline sans difficulté. Prise d'info, pas de problème, et je réaccélère un peu fort.
avec l'allonge du moteur, on retrouve vraiment un caractère un peu sportif. On peut le monter jusqu'à 13 000. Mais en même temps, de nouveau, si on veut rouler plus cool, on peut passer les rapports. Là, par exemple, je suis à 60 en 6e, je suis à 3000 tours. Et si je veux réaccélérer, bah, ça reprend sans problème. Les commodos au guidon sont très simples. Sur la gauche, on a ce qui gère l'éclairage. On a bien sûr le klaxon, les feux de détresse. On a également une tirette pour le starter, vu que c'est encore à carbu. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour allumer les feux, vu que ce n'était pas encore automatisé. Le tableau de bord, lui, est encore confié à 3 cadrans à aiguille. On en a un premier pour la vitesse, le deuxième, le compte-tours, le troisième, c'est la température du liquide de refroidissement. Et dans les cadrans principaux, on a 2 petits écrans à cristaux liquides. Un premier qui vous donne le kilométrage de la moto, les différents trips. Et le deuxième, c'est tout simplement une horloge. Donc pas de rapport engagé, pas de conso instantanée ni moyenne. Ça reste une machine assez simple, même à l'époque. Donc je suis de nouveau en centre-ville. Comme d'habitude, je roule à assez faible régime. Donc le bruit est très feutré. Déjà à 50, j'entends presque plus le bruit de l'air que le bruit de l'échappement. On va voir si c'est souple. Donc là, je vais essayer de me mettre en 6e. Donc je suis en 6e à 20 km/h. Voilà, je suis trop en sous-régime. Ouais, il est un petit peu moins souple que dans mon souvenir. Là, il faut vraiment pas que je descende en dessous des 2000 tours, sinon il cafouille un peu. De mémoire, je pouvais descendre encore un petit peu en dessous de ça. Mais bon, déjà 2000 tours, c'est très bien. Là, par exemple, vous voyez que j'évolue à un peu moins de 2000 tours. Je réaccélère et dès que je dépasse les 2000 tours, on sent bien que le moteur devient équilibré entre guillemets et il n'y a plus de soubresaut. De nouveau un petit passage à basse vitesse. On ressent le poids, mais c'est pas vraiment un problème de nouveau. Après, j'ai oublié de le signaler, mais ce qui peut aussi rajouter du poids sur la moto, ce sont les barres de protection qui ont été rajoutées par le propriétaire afin de protéger le moteur lors d'une éventuelle chute. Et d'ailleurs, sur ces barres, il y a aussi des feux de longue portée. Ici, je suis en côte, j'accélère fort, je suis à 4000 tours, pardon. Et ça prouve bien ce que je vous disais, délai bas et mi-régime, ça marche très efficacement sur ce 4 cylindres à carbu. Ici, un petit dodane, je suis à 30. Alors, je dirais que c'est le bon compromis entre confort et rigidité, quoi. À l'avant, on a une fourche qui n'est pas inversée, mais elle est entièrement réglable. À l'arrière, on a un amortisseur, lui est uniquement réglable en précharge. Et franchement, bah, c'est plutôt correct. Peut-être que l'arrière aurait dû être réglé un tout petit peu plus ferme pour moi qui suis lourd. Moi, je pèse 100 kg. Le propriétaire est plus léger que moi. Mais franchement, c'est très correct. Et ça montre également qu'au fil des années, les suspensions se sont dégradées chez Yamaha. Car à l'époque, les motos, même entrée ou milieu de gamme, étaient relativement bien suspendues, contrairement à toute la gamme MT qui est sortie des années après, qui elle avait des suspensions déplorables lors de sa sortie. Nous voilà maintenant dans une succession de virages. Allez, c'est parti. Allez, je vais rester en 2 et en 3 pour jouer un peu sur l'allonge du moteur. Donc franchement, c'est très correct, que ce soit de la suspension ou le freinage. La machine se manœuvre aussi assez bien. La seule chose qui surprend un peu maintenant, c'est le poids. Sur une machine de ce genre,
moderne, elle serait à mon avis plus légère d'au moins une vingtaine de kilos. Mais franchement, si vous voulez rouler vite avec cette machine, c'est parfaitement faisable, hein. Ce qui surprend toujours un peu par contre quand on monte sur une Yamaha un petit peu ancienne, c'est la boîte de vitesse. Je vous l'ai déjà dit, c'est une boîte 6 et comme souvent à l'époque, les rapports s'enchaînent de manière un peu brutale. C'est pas ultra agréable au niveau de la sensation qu'on a au sélecteur et même au niveau auditif. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait de réels problèmes au niveau de la fiabilité de ces boîtes. Mais c'est vrai que si on compare avec une boîte Suzuki, Yamaha ou même Kawasaki de la même époque, les autres semblaient beaucoup plus agréables. On va maintenant passer sur l'autoroute. Bon, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Allez, j'accélère un peu, je m'engage. Je me mets en 6. Et de nouveau, il n'y a quasiment pas de protection, hein, que ce soit au niveau du torse, de la tête ou même des jambes. Le carénage est vraiment là pour l'esthétique. Je vais essayer de faire une reprise. Donc là, je suis à environ 110. J'accélère à fond. Ouais, vous voyez de nouveau que je suis loin d'être dans la zone de puissance et ça reprend très efficacement. Allez, nous quittons l'autoroute. Donc malheureusement, bien que ce soit une machine entre guillemets carénée, je mets de gros guillemets, hein, ça n'a aucune efficacité, hein. Vous ne serez pas plus protégé que sur un roadster de la même époque. D'ailleurs, ce carénage intègre de plus grands feux par rapport à la version précédente. Ce sont toujours des feux avec des ampoules halogènes. On a aussi les clignotants d'origine, donc orange. Derrière, ce sont les mêmes clignotants et le feu est dans le prolongement, hein. Tout ça est relativement classique. Au niveau esthétique, à l'époque, ils avaient surtout voulu faire que cette dernière phase de la FZS 600 ressemble à sa grande sœur, la FZS 1000. On va maintenant faire une dernière accélération. Allez, c'est parti! Franchement, ça marche vraiment pas mal, hein. Toute cette gamme de 600 du début des années 2000 était vraiment performante. Et celle-ci, c'est peut-être une des plus polyvalentes à l'époque en termes de motorisation, parce que comme je vous dis, on peut l'utiliser à tous les régimes. C'est vraiment pas mal. Après, cette moto, comme beaucoup de machines de l'époque, n'est pas dépourvue d'aspect pratique. Déjà, vous avez vu que la moto est équipée d'origine d'une béquille centrale, ce qui maintenant serait uniquement proposé en option, voire pas proposé du tout. Concernant les rangements, vous pouvez bien sûr démonter la selle. Vous avez en dessous un rangement qui est assez volumineux. Et vous avez même un deuxième espace qui est dédié à une trousse d'outillage qui était fournie avec la moto. Donc on est déjà pas mal au niveau des rangements. Aujourd'hui, vous voyez qu'en plus le propriétaire a rajouté un support et un top case. Donc il y a de quoi ranger quelques affaires. Donc je vous l'ai dit, cette version de 2003 a un réservoir un peu plus grand. Il fait 22 litres de contenance. Et la consommation
est aux alentours des 5 litres 8, 6 litres au 100. En fait, tout dépend de votre utilisation. Le propriétaire me disait que son record, c'était 4 litres 5 au 100 en voyageant et en roulant très très cool. Et qu'en l'utilisant un peu plus comme un sauvage, bah, on est entre 6 et 7 litres. Hein. C'est plutôt normal pour une machine de ce genre qui, je le rappelle, est alimentée par carburateur. Donc même si on compare cette machine à ce qui se fait à l'heure actuelle, en 2025, hein, c'est une machine qui reste très contemporaine dans ses prestations dynamiques, que ce soit au niveau de la suspension, du freinage et surtout du moteur. Et l'énorme bonne nouvelle, c'est que cette moto à l'époque c'est plutôt bien vendu. Ils en ont distribué beaucoup dans beaucoup de coloris et pendant assez longtemps. Et maintenant donc sur le marché de l'occasion, c'est une machine qui est totalement dans le creux de la vague. Un beau modèle comme aujourd'hui qui serait en parfait état, d'origine, avec peu de kilomètres, ça vaut 2500 €. Et je peux vous assurer que les autres, qui ne sont pas d'origine, avec plus de kilomètres et pas forcément en aussi bon état, se trouvent en grande majorité pour environ 1500 €. Donc clairement, si vous cherchez une machine polyvalente, fiable et aussi performante, et qui ne vous coûtera pas une fortune en entretien, bah, cette FZS 600 Phaser, c'est vraiment une bonne bécane. Sachez également que si vous êtes soumis aux restrictions du permis A2, il est possible de brider cette moto, mais à l'époque le kit de bridage l'a diminué à 34 chevaux, et je pense que là vous allez perdre énormément en agrément et en performance. En plus le kit semble relativement cher, donc le plus simple c'est peut-être pour vous d'en trouver une déjà bridée, parce que la faire brider ne sera peut-être pas très facile finalement. Enfin voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette FZS 600 Phaser de 2003, et ce qui complète bien finalement ce que j'avais pu vous dire à l'époque sur la FZS 600 Phaser de 2000. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette gamme de machines, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens encore à remercier énormément mon abonné d'avoir fait énormément de routes. Je rappelle qu'il vient de Bordeaux avec cette moto pour que je puisse vous la présenter dans les mêmes conditions qu'habituellement. Donc merci à lui, et je rappelle à ceux qui voudraient me voir tester leur véhicule que mon lieu de tournage se situe en Normandie près de Rouen, et que pour me contacter, tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que ce test vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez notifié dès la publication du prochain test, ce qui devrait arriver dès la semaine prochaine. Merci à tous et à la prochaine. Si jamais vous êtes intéressé par cette moto, mais que le fait qu'elle soit à carbu vous effraie un peu, sachez que pour moi, sa véritable remplaçante n'est pas la FZ6S, mais la XJ6, qui est arrivée un peu plus tard, qui était moins puissante, mais qui, pour moi, est beaucoup plus conforme à celle-ci. Elle est polyvalente, efficace. Ce qui est moins le cas des FZ6 qui pour moi ont tout un moteur beaucoup trop pointu, qui nécessite d'être cravaché entre 10 et 14 000 pour sortir quelque chose d'intéressant.